Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce mercredi 12 octobre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. 2 mois après la série de braquages qui a frappé le quartier, une quiétude de toute relative semble avoir gagné l'assainissement. Certains commerçants dénoncent toutefois un abandon de l'endroit par les pouvoirs publics. À l'instar de Patrick Chouan et Franck Lasserre, Simon Vainqueur brigue la présidence de la Chambre de métier et de l'artisanat, rencontre avec le 3e homme du scrutin. L'apprentissage, une opportunité pour les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent préparer un CAP en alternance. Un organisme dédié peut leur permettre d'y accéder. Le journal, Ronnie Nabal. Et l'invité de notre journal ce soir sera Jean-Marc Calmel, président du réseau de veille sociale de Guadeloupe. Avec lui, nous parlerons de la pauvreté en Guadeloupe à l'approche de la journée mondiale de refus de la misère. C'est le 17 octobre prochain. La nuit du mercredi 24 août dernier a été marquée par une série de braquages dans Pointe-à-Pitre. Ce soir-là, 3 braquages étaient perpétrés coup sur coup à Bergevin et à l'assainissement. Dans ce quartier populaire que se partagent les villes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes, 2 supérettes étaient la cible des braqueurs. Dans l'un d'eux, un commerçant était blessé par un tir de fusil. Depuis ces faits, mais pas forcément à cause de cette série de braquages, 70 gendarmes mobiles ont été déployés pour renforcer la sécurité dans la conurbation pointoise. Le sentiment d'insécurité a-t-il baissé dans ce quartier de l'assainissement? La sécurité a-t-elle été renforcée? Joël Saint-Silly est allé mener l'enquête. Il est 9h à l'assainissement. Et il y a bien longtemps que le quartier grouille d'activité. Car ici, la vie est rythmée par les commerçants. Des commerçants qui ont encore en tête la série de braquages commis en août dernier. Alors à l'assainissement, on ne se sent plus vraiment en sécurité. C'est vrai qu'on a vu une mutation sur les 5 dernières années. Où on a quand même une délinquance qui est là et qu'on ne maîtrise plus. Moi, juste pour souvenir, quand j'ai démarré, les gens qui étaient un peu, entre guillemets, qui posaient problème, il suffisait de leur dire, écoute, c'est bon, arrête, allez, tu reviens, ils s'en allaient. Là, c'est fini, on peut plus discuter. À la fois sur le territoire des Abîmes et de Pointe-à-Pitre, ce petit faubourg commerçant a l'impression d'être le parent pauvre de l'action publique. Le secteur de l'assainissement, il est délaissé. Je vois beaucoup d'améliorations en périphérie de ville. Je vois beaucoup de constructions en dehors de la zone de l'assainissement. Mais nous abandonnés, on nous a mis la poste. C'est un vecteur économique puisqu'il y a des gens de petite et de moyenne classe qui viennent dans ce secteur. Mais il n'y a pas moyen de circuler, c'est toujours embouteillé, les réfections de trottoirs ne sont jamais faites, etc. Et j'en passe. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour augmenter l'attraction de l'assainissement et diminuer la délinquance. Un sentiment d'abandon et d'insécurité qui aurait pu ou dû s'estomper avec l'arrivée de plusieurs dizaines de gendarmes sur la ZSP. Mais selon les habitués du quartier, les militaires sont plutôt discrets dans le coin. Je ne les vois pas passer dans le quartier. Non, je ne suis pas toujours au comptoir, mais non, je ne les ai pas vus encore passer au niveau du quartier. Voilà. Donc je pense qu'ils viendront jusqu'à chez nous, j'espère. Mais je pense qu'ils sont plutôt en face, sur la zone de Bainbridge. Voilà. Pour vous dire vrai, on ne les voit pas passer, on ne les a pas vus. Bon, c'est toujours la police au niveau des voitures, c'est vrai, eux ils passent, mais les renforts de gendarmerie, non, on ne les a pas encore vus dans le quartier. Alors chacun s'organise comme il peut pour assurer sa propre sécurité. On est tous obligés plus ou moins de s'enfermer. Alors soit on a des vigiles, vous allez voir avec les autres, je pense qu'ils ont tous mis des vigiles. Moi c'est la sécurité avec une sonnette, c'est la seule solution qu'on a trouvée. D'autres restent positifs et préfèrent croire en la solidarité et l'entraide, des valeurs qui selon eux existent encore à l'assainissement. L'assainissement, c'est un petit coin tranquille, c'est vrai, il y a des SDF, mais la majorité sont assez sympas.
les gens du quartier n'ont rien à craindre. Donc je pense que les gens qui sont venus braquer dernièrement, enfin au mois d'août je crois, si je ne me trompe pas, ce sont des gens de l'extérieur. C'est vrai qu'on craint un peu. Nous sommes 2 femmes au bureau, donc nous sommes obligés de faire attention quand on ouvre la porte. Mais sinon, ça va, c'est assez calme. Et puis les gens nous connaissent, hein, donc s'il y en a un souci, on peut toujours faire appel aux voisins. Donc on est assez vigilants. Depuis les braquages d'août dernier, le quartier demeure plutôt calme, mais jusqu'à quand? C'est dans 2 jours que les opérations de vote pour l'élection des nouveaux membres de la Chambre de métier et de l'artisanat de Guadeloupe seront closes. Une élection qui se déroule, je vous le rappelle, uniquement par correspondance et pour laquelle 3 listes s'affrontent. Depuis lundi, nous vous présentons les prétendants à la succession de Joël Lebeau. Place ce soir à Simon Vainqueur à la tête de la liste Les Artisans du Changement, un candidat qui souhaite que la chambre consulaire soit dépolitisée et plus au service des artisans. Reportage Muriel Barlaigne. Il se présente comme un homme de terrain et compte bien le rester s'il est élu. Porté par la liste Les Artisans du Changement, qui est aussi un groupe de réflexion créé il y a 3 ans, Simon Vainqueur, boucher, charcutier et traiteur, est l'un des candidats à la présidence de la Chambre de métier et de l'artisanat de région Guadeloupe. L'un de ses objectifs, réconcilier les artisans avec la Chambre consulaire, qui selon lui s'est éloignée de leur réalité ces 10 dernières années. Nous avons constaté, après 3 ans de rencontres, nous avons quasiment parcouru tout le territoire de la Guadeloupe et des îles. Et l'artisan est isolé. L'artisan ne connaissent pas la Chambre de métier, ils ne connaissent pas cette institution. Alors que c'est l'institution mère qui devrait accompagner. La Chambre de métier, c'est quoi? C'est le compagnon de route de l'artisan. La Chambre de métier doit accompagner l'artisan depuis sa création jusqu'à sa cessation d'activité. C'est ce que nous voulons aujourd'hui, que l'artisan puisse prendre conscience que la Chambre des métiers doit jouer pleinement son rôle, que l'entreprise soit créée, que l'entreprise soit suivie et que l'entreprise aussi soit pérenne dans le temps. C'est ce qu'on souhaite pour la Guadeloupe. Simon Vainqueur parle d'une institution qui mérite aussi d'être dépolitisée pour se recentrer sur ses missions de base. Et l'une des priorités de son équipe concerne la baisse des charges fiscales et sociales. Car selon elle, ces charges ne sont pas adaptées à la réalité des artisans guadeloupéens. Elle se préoccupe aussi de la question de la formation professionnelle avec 2 constats. Le recul de l'apprentissage. Il y aurait moins d'apprentis qu'il y a 10 ans, alors même qu'il y a plus de centres de formation. Et le manque de filières post-bac à l'URMA, l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Aujourd'hui, les gens confondent URMA et CFA. Donc l'URMA ne joue pas pleinement son rôle puisque quand on parle d'URMA, d'université, c'est à vocation post-bac. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc nous voulons que l'URMA remplisse véritablement son rôle qui est aujourd'hui de former des jeunes pour aller vers l'excellence et notamment briguer en matière de formation. Donc en partenariat avec l'Université des Antilles et les autres organismes à caractère professionnel, préparer des BTS, préparer des DUT, préparer des diplômes de niveau supérieur pour que enfin les chefs d'entreprise de demain et les ouvriers de demain les artisans de demain soient de bons artisans bien formés. Simon Vainqueur espère bien mobiliser les quelques 15 300 artisans concernés par cette élection grâce à un programme en 7 axes prioritaires, des électeurs qui ont jusqu'au 14 octobre pour se décider. Dans un instant, nous retrouverons l'invité du soir, Jean-Marc Calmel, pour nous parler de la journée mondiale de refus de la misère. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Direction pour commencer l'archipel des Bermudes qui se prépare au passage de l'ouragan Nicole. C'est notre rendez-vous Caraïbes. Nicole a continué à se renforcer pour passer en catégorie 2 et menacer les Bermudes dans les prochaines heures. Selon le National Hurricane Center, basé à Miami, l'œil de l'ouragan est situé à près de 560 km au sud-sud-ouest de l'archipel. Il se déplace vers le nord-ouest à près de 7 km/h. Un virage vers le nord et une augmentation de la vitesse de déplacement ont été calculés par les météorologues, faisant repartir Nicole vers l'océan Atlantique.
Le NHC indique que les vents maximums soutenus sont de 130 km/h avec des rafales à 185 km/h. L'ouragan devrait générer une forte houle et la population habitant près des côtes est appelée à rejoindre l'intérieur des terres et les abris. La mer sera forte et donc dangereuse, potentiellement meurtrière pour tous ceux qui ne respectent pas les consignes de sécurité. Jeff Barron, le ministre de la Sécurité nationale, rappelle que Nicole est une menace sérieuse pour les Bermudes. Le ministre de la Santé de la Jamaïque, le Dr Christopher Tufton, a ordonné une enquête sur la mort en l'espace d'1 mois de 4 nouveau-nés à la principale maternité de l'île, l'hôpital Victoria Jubilee. Une décision qui fait suite aux révélations du quotidien jamaïcain Gleaner, qui a indiqué que les bébés ont contracté une septicémie, une maladie potentiellement mortelle qui se caractérise par une infection bactérienne grave. Une commission d'enquête a été créée pour déterminer les causes réelles de ces décès. Le rapport médical détaillé est attendu pour cette semaine, mais n'exclut pas l'enquête externe lancée par le ministre de la Santé. Le porte-parole de l'opposition sur la santé, Horace Dailey, indique avoir des raisons de croire qu'il y a eu non pas 4, mais 20 décès de nouveau-nés à Victoria Jubilee et met en doute les propos des responsables de la santé. C'est la 2e fois en moins d'1 an que le secteur de la santé publique est frappé par la mort prématurée de nouveau-nés. L'an dernier, une épidémie de Klebsiella et une infection bactérienne de Serratia ont conduit à la mort de 18 nouveau-nés infectés. La baronne Hanley de St. John's, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni pour le Commonwealth, a souligné l'importance d'un partenariat moderne basé sur des intérêts partagés lors de sa première visite à Barbade. Au cours de ce déplacement de 24 heures, la baronne Hanley a rencontré le Premier ministre Frondel Stewart et le chef de l'opposition Mia Mottley. La baronne a confirmé l'engagement du Royaume-Uni dans les Caraïbes et la forte relation avec la Barbade, avec laquelle ont été construits des partenariats de longue date. En collaboration avec Stephen Lashley, le ministre de la Culture, des Sports et de la Jeunesse, la baronne Hanley a eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui prennent part à un tournoi international appelé Prince Trust International. Ce programme est développé par un organisme de bienfaisance créé récemment à la Barbade dans le but d'aider les jeunes défavorisés à acquérir des compétences essentielles pour reprendre leurs études ou acquérir de nouvelles compétences, voire un emploi. Les résultats obtenus par ce programme sont particulièrement prometteurs et ont été salués par la baronne Hanley. Elle a également visité le système régional de sécurité chargé de l'application de la loi pour lutter contre la menace de la criminalité organisée et transnationale. Retour chez nous et c'est l'heure de retrouver notre invité du soir. Il s'agit de Jean-Marc Calmel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du réseau de veille sociale de Guadeloupe et vous êtes venu nous parler de la prochaine journée mondiale de refus de la misère. Ce sera le 17 octobre prochain, donc lundi. Première chose, qu'est-ce que l'on entend par misère? Quand on parle de misère, on parle de quoi? Et quelle est la réalité de la misère en Guadeloupe? Quand on parle de misère, on parle de personnes qui sont en précarité, qui ont des difficultés pour assurer leur subsistance. Ce qui, pour certains, peut paraître une évidence, pour d'autres, relève du parcours du combattant. La misère en Guadeloupe, on n'a pas de chiffres précis, mais le réseau Veille Sociale, qui est une association d'associations, a un observatoire qui centralise les données et qui nous permet d'avoir une idée globale sur la situation, la précarité sur notre territoire. Nous avons constaté à travers les chiffres et les personnes qui s'adressent aux institutions sur le territoire, les centres d'hébergement et autres, qu'il y a une montée, je ne vais pas dire montée en charge, mais qu'il y a un nombre croissant de personnes qui se retrouvent en difficulté, qui se retrouvent à la rue. Donc la journée du lundi 17 s'inscrit bien dans le cadre du refus, journée mondiale du refus de la misère. Est-ce qu'on peut continuer dans notre société à avoir un nombre croissant de personnes qui se retrouvent en marge? On parlera en détail du programme tout à l'heure. L'association que vous présidez anime et coordonne donc le dispositif de veille sociale et gère le 115, le numéro d'urgence sociale. Est-ce que c'est un service auquel le public concerné fait suffisamment appel? Oui, nous sommes suffisamment, le 115 est suffisamment identifié.
Peut-être qu'il faudrait qu'il le soit davantage. Mais c'est un numéro qui est gratuit, qui est accessible 24 heures sur 24 et 365 jours dans l'année. Soit la personne qui est en difficulté compose ce numéro à partir d'un fixe, d'un mobile ou autre, il n'y a pas de coût. Soit c'est quelqu'un d'autre qui constate qu'il y a une personne en situation de détresse et qui appelle, qui sollicite le dispositif pour la personne en difficulté. Qu'est-ce qui est fait singulièrement en matière d'errance? Qu'est-ce qui est proposé? Quelles sont les réponses qui sont apportées? Ça dépend de la situation de l'intéressé. Généralement, les personnes qui sont en errance ont des problèmes d'habitat, d'hébergement, parce que l'habitat, c'est un processus un peu plus complexe, mais qui ont quelques difficultés à se trouver un hébergement dans le court terme. Donc, le dispositif RVSG, gestionnaire du 115, peut mobiliser des nuitées d'hôtel, peut mobiliser des places auprès des institutions qui assurent l'hébergement des personnes en situation précaire, donc c'est au travers des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ou au travers d'autres dispositifs. L'idée, c'est de ne pas laisser les gens qui sont en souffrance à la rue. Donc il y a le premier gros volet, c'est trouver un hébergement, et avant d'être hébergé, il y a l'écoute. Les gens ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de transcrire, de reformuler, de dire leur souffrance, et c'est à partir de là que se fait un diagnostic et que commence la prise en charge. Alors, la journée mondiale de refus de la misère, c'est pour lundi 17. À quoi sert cette journée? Cette journée a plusieurs objectifs. Un, bien identifier que dans nos sociétés développées, nous avons quand même de plus en plus de personnes qui sont en marge. Donc là se posent d'autres questions politiques, pas philosophiques, mais politiques, économiques. On crée de plus en plus de richesses et il y a de plus en plus de personnes qui sont en difficulté. Et notre territoire singulièrement n'est pas exempt, n'est pas à côté, nous sommes en plein dedans. Et à travers les différentes institutions qui travaillent sur ces politiques au quotidien, nous voyons que nous avons une montée, un nombre croissant, montée en charge, je sais pas le terme, un nombre croissant de personnes qui sont en difficulté. Il s'agit donc de pouvoir donner la parole à ces personnes. Il y en a qui vont participer, qui vont échanger de façon anonyme ou pas, nous expliquer un petit peu les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Il s'agira aussi de présenter des parcours d'insertion de personnes qui se sont retrouvées à la rue à un moment donné et qui ont pu, grâce à l'accompagnement, à leur volonté d'abord, on est d'abord acteur soi-même de sa propre vie, pu se sortir et devenir accompagnateur et professionnel dans le logement social. Et il s'agira aussi d'un moment d'échange entre professionnels, institutions et les services de l'État et les collectivités, les pouvoirs publics, que ce soit le conseil régional, le conseil départemental ou les services de la préfecture, en l'occurrence le service de la DGSCS, Direction de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale, d'échanger, faire des échanges d'expériences et donner la parole à tout un chacun. À travers cette journée, il y aura donc des usagers, ce que nous appelons des usagers, ceux qui sont pris en charge par les institutions, qui vont participer à des concours artistiques de peinture, par exemple. Et à cette occasion, je profite pour dire au public de s'adresser, d'aller plutôt sur le Facebook du RVSG, où les œuvres seront présentées. Et il y a un prix qui s'appelle le prix du public, les gens vont pouvoir voter. Il y a aussi ceux qui vont s'exprimer par le biais de la musique ou des slams, c'est d'actualité, pouvoir exprimer leur ressenti et plein d'autres choses sur ce site. Il y a également des ateliers pour le relooking, la coiffure, aider les gens à passer des entretiens. Voilà. Alors pour le grand public, puisque le grand public, je suppose, est invité à cette journée, est-ce que ce n'est pas, cette journée mondiale, juste mettre en avant des situations difficiles que beaucoup connaissent, que l'on feint d'ignorer, et finalement, au lendemain de cette manifestation, ces situations-là, on risque de les oublier? L'idée, c'est justement de dépasser ça, de faire en sorte, que ce qui sortira de cette manifestation soit transcrit, que la population sache ce qui se passe sur le territoire. Parce qu'on se rend compte qu'on en parle, mais les gens ne sont pas toujours conscients, ne matérialisent pas les difficultés auxquelles certains compatriotes sont confrontés. Donc pour cette journée, nous attendons à peu près 250 participants. Elle n'est pas ouverte au public en fait, parce que ça va être entre professionnels et pour des questions de sécurité aussi. Donc je vous rappelle, on ne l'a pas fait, c'est au Vélodrome de Gourdeliane, à Médé de Trou. Il est question qu'on en parle. D'accord. Donc
ouverte au public, pas vraiment, ouverte aux professionnels, aux institutions. Nous attendons 250 personnes. Invitations sont prises, donc on croit que nous les aurons. Donc vous me disiez, est-ce qu'après... Après cette journée médiatique, est-ce que finalement tout cela ne retombe pas dans l'oubli, dans le silence? Pas du tout, parce que l'idée c'est de poursuivre, en tout cas, de pas donner des moyens forcément financiers, mais que les structures soient mieux accompagnées. L'accompagnement n'est pas forcément que financier. Dans les prises en charge qui sont faites sur le territoire, que le public aussi sache que sur notre petite île, nous avons des personnes qui sont en difficulté, donc de pouvoir, quand elles sont identifiées, faire référence et les orienter vers les institutions, parce qu'il y a des personnes qui ont de l'orgueil et qui refusent aussi d'être accompagnées parce qu'elles n'ont pas l'écoute d'un assistant social, d'un travailleur social de façon globale, et les personnes sont dans leur coin. Donc l'idée n'est pas que ça se termine le 17 au soir à 17h, mais plutôt qu'il y a un prolongement et qu'on continue le travail sur les prises en charge de cette misère sociale. Alors le thème retenu cette année est de l'humiliation à l'exclusion et à la participation, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Qui doit se sentir concerné par ce slogan? Tout le monde peut se sentir concerné. Tout le monde. Parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Celui qui est bien portant aujourd'hui peut, à cause d'un accident de la vie, se retrouver en difficulté. Et tout à l'heure, je vous parlais de cas précis de personnes qui étaient installées professionnellement et socialement et qui ont eu des chutes. Il y en a qui arrivent à se redresser, qui se retrouvent de l'autre côté en professionnel du social, en accompagnant des personnes qui, elles, sont en difficulté. Donc, elles ont le vécu pour bien les accompagner. Cela dit, le titre lui-même est censé interpeller tout le monde, parce que nul n'est à l'abri. On ne sait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quoi demain peut être fait. La journée mondiale de refus de la misère, c'est le 17 octobre prochain, c'est lundi. Oui, c'est lundi. Et le rendez-vous qui est fixé donc au Vélodrome de Gourdeliane, voilà, à Bémao. Donc, je vais juste vous dire que c'est une journée qui s'organisera autour d'un certain nombre de trois grands thèmes. Nous démarrons à 8h l'accueil des participants. À 9h, il y aura une ouverture officielle. Vous permettez que je vous dise les trois grands ateliers thématiques. C'est un atelier entre le lien entre le sanitaire et le social. Ça montre bien que des fois, quand on est en difficulté psychique ou autre, on peut dériver. Il y a un deuxième atelier, c'est sur les nouveaux publics. Quelle prise en charge de ces publics? Parce qu'il y a de nouveaux arrivants, il y a des personnes qui sont de plus en plus âgées, qui émargent dans les dispositifs sociaux, CHRS ou autres. Et puis le troisième atelier, c'est la société guadeloupéenne face à la précarité, donc face à ce problème de misère. Merci beaucoup Jean-Marc Calmel d'avoir accepté l'invitation pour venir nous parler de cette journée. Je rappelle que vous êtes président du réseau de veille sociale de Guadeloupe et que la journée mondiale de refus de la misère, c'est lundi 17, mais c'est une problématique à laquelle il faut s'intéresser tout le temps. Au quotidien. Merci beaucoup. Restez là, ne bougez pas. Marianne Aymar était à votre place hier, c'était l'invitée de notre journal. Elle est de l'école de la mer. Elle était venue nous parler des prochaines journées régionales de nettoyage des fonds marins et du littoral qui se dérouleront vendredi 14 et dimanche 16 octobre. Au cours de cet entretien, il a notamment été question de la nature des déchets récoltés dans la mer et le long du littoral guadeloupéen. Je vous propose d'écouter cet extrait de l'interview d'hier. Ce sont les canettes et les bouteilles plastiques. Donc ça, c'est vraiment le grand classique. Après, on va trouver beaucoup de déchets liés à la filière pêche, donc tout ce qui est cordage, vieilles bouées, etc. Tous les restes de pique-nique, donc les timbales en plastique, tous ces déchets qui, effectivement, dans l'eau vont polluer. Le plastique, il faut savoir que dans l'eau, il va polluer pendant 200 ans. Donc c'est des déchets qui vont rester vraiment polluants pour la Guadeloupe, pour les habitants de la mer, bien évidemment. Et puis à côté de ça, on va trouver des déchets complètement qui n'ont rien à faire là. Je pense aux télévisions, aux réfrigérateurs, oui, voilà, aux pneus, aux batteries de voiture. On a trouvé encore 11 batteries l'année dernière. Donc après, c'est un gros boulot de nettoyage. Cette journée, c'est pour mettre un focus sur tout ça, mais le but, c'est quand même qu'on arrête de polluer comme ça. Alors cette année, il y a 2 rendez-vous. Tout d'abord, un rendez-vous pour les scolaires, ce sera ce vendredi. Quelle sera la contribution de ces écoliers et qui sont-ils ? Alors les écoliers, on en avait 233 l'année dernière, on en a 1733 cette année. Donc le rectorat qui a relayé en fait notre journée, cette journée sur
sur les sites et par tout le biais des mails, nous a permis d'accueillir beaucoup plus de scolaires et on aura cette année des enfants dès la maternelle qui vont participer. Alors bien évidemment, on ne va pas leur demander de nettoyer des déchets dangereux, des déchets coupants, mais enfin ils vont quand même être informés, sensibilisés et ramassés. Et c'est nettoyé aux 4 coins de l'île, sur Marie-Galante, sur les Saintes aussi. À Bouillante, la mairie a carrément inscrit toutes les écoles de Bouillante. On se retrouve avec 500 élèves qui vont nettoyer. Et de la petite section de maternelle jusqu'au lycée, on va avoir plus de 1700 élèves qui vont travailler là-dessus. Et deuxième rendez-vous, ça c'est pour le tout public, ce sera dimanche 16 octobre. Combien de sites cette année seront nettoyés et combien de communes sont concernées? Alors on a 48 sites qui vont être nettoyés cette année contre 35 l'année dernière, voilà, et on est sur 17 communes qui vont être nettoyées, avec sur la journée de dimanche donc les bénévoles des clubs de plongée et d'apnée, de voile, de kayak, de un peu toutes les activités qui vont dans l'eau, sous l'eau. Et puis aussi tout bêtement des associations, je pense à l'association des résidents de Bas-du-Fort ou des associations adventistes. On a un petit peu de tout en fait qui se mélange. C'est la preuve aussi que ça se démocratise. On a le groupe de carnaval Caleçon All Star qui est là cette année à nouveau. Et eux, ils sont nombreux, ils font un gros nettoyage. Ça, c'est sur Basse-Terre. Voilà, c'est sur Basse-Terre. Et on est sorti du nettoyage purement marin et sous-marin. Ça commence à concerner, ça fait quelques années que ça commence à concerner de plus en plus de gens issus du milieu terrestre, on va dire. Et là, c'est quand même la preuve que l'information est passée et qu'on a gagné un petit peu. La deuxième édition du forum Cap sur l'artisanat s'est déroulée aujourd'hui au hall Paul Chanchon à Pointe-à-Pitre, un rendez-vous en direction des jeunes qui souhaitent préparer un certificat d'aptitude professionnelle, un CAP, mais aussi aux entreprises désireuses de recruter des apprentis. Une initiative de la PEDAG, la plateforme pour l'emploi et le développement de l'alternance en Guadeloupe, l'opérateur choisi par la région pour faire la promotion de l'alternance dans l'archipel. Plusieurs centaines de jeunes ont répondu à l'invitation. Au reportage, Muriel Barlagne. Ils sont âgés entre 16 et 25 ans et ont été séduits par la perspective de préparer un CAP en alternance. Grâce à la PEDAG, plateforme pour l'emploi et le développement de l'alternance en Guadeloupe, ils pouvaient rencontrer des recruteurs au hall Paul Chanchon dans le cadre de la manifestation Cap sur l'apprentissage. Mon projet, c'est d'avoir mon CAP coiffure dans 2 ans, où je puisse enfin ouvrir un salon coiffure, parce que depuis que je suis toute petite, je suis intéressée par la coiffure, sachant que je sais coiffer, que je me coiffe toute seule, que je coiffe la voisine, tout ça, des choses comme ça. Devenir apprenti n'est pas chose facile. Il faut à la fois trouver un centre de formation et le plus dur, un employeur qui accepte de jouer le jeu. L'apprentissage est pourtant une solution idéale pour se préparer à un métier. La PEDAG se charge de simplifier les démarches. Ceux qui sont passés par cette plateforme sont pleinement satisfaits. Ça me permet d'avoir de l'expérience et aussi d'être rémunéré et aussi d'avoir déjà un pied dans la société, dans une société. Ça peut vous permettre par la suite, après obtention de diplôme et si vous donnez satisfaction à votre employeur, de pouvoir travailler déjà dans l'entreprise. C'est pas facile, ça je ne vais pas mentir, sachant qu'on doit gérer les cours et le travail en même temps. Mais c'est une bonne chose car ça nous permet une meilleure insertion en fait, dans la vie active. C'est surtout ça en fait, la meilleure des choses. Ce grand forum dédié à l'apprentissage a mis l'accent sur les CAP, diplômes permettant d'accéder à des secteurs professionnels divers. Le CAP est un diplôme qui permet de former le jeune dès le départ. On prend un jeune qui sort de 3e, qui n'a pas forcément de qualification, pour lui montrer que même s'il n'a pas fait d'études, il peut quand même exercer un métier, il peut quand même être performant, puisqu'il va suivre un cursus directement dans l'entreprise, où il va apprendre un métier, où il sera accompagné en centre de formation. Donc oui, les entreprises apprécient le CAP parce qu'ils ont cette chance de pouvoir former le jeune dès le début, de lui apprendre les valeurs de l'entreprise, la conscience du métier et tout son savoir-être et ce savoir-faire. Environ 20% des contrats ayant débuté en alternance sont pérennisés dans les entreprises. Une fois son diplôme en poche, le jeune peut aussi opter pour une poursuite d'études et améliorer ainsi son employabilité. Restons dans le même domaine et direction le CFA du Rézé, le centre de formation des apprentis, où 190 apprentis étaient honorés cet après-midi à l'occasion d'une grande cérémonie de remise de récompenses. Ceux-là sont donc déjà diplômés en CAP, brevet professionnel et brevet technique des métiers.
Ils ont entre 16 et 25 ans et ont validé leur diplôme dans le cadre de leur contrat d'apprentissage dans 17 métiers. Pour l'année 2016, 72,2% des apprentis du centre de formation de l'URMA ont décroché leur diplôme et près de 80% de ceux-ci poursuivent leur formation ou trouvent à s'insérer professionnellement. Le reportage de Muriel Barlagne. C'est les charmes de la victoire, celle qui vient couronner 2, parfois une année de formation au CFA de l'URMA. 180 apprentis et 15 stagiaires de la formation professionnelle ont ainsi été récompensés sur le site du Rézé. Ils ont obtenu un CAP, un brevet professionnel, une mention complémentaire ou encore un brevet technique des métiers dans 17 spécialités. Pour certains, un sésame pour aller directement sur le marché du travail. Pour d'autres, le début d'un cursus plus long. Pour moi, ça représente beaucoup d'émotions parce que bon, pour moi, c'est mon premier diplôme de toute ma vie. Donc pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est bosser 2 ans à bosser, à travailler dur pour réussir ce diplôme, pour réussir à avoir mon CAP. J'ai passé le CAP cuisine en 1 an, comme j'ai le bac. Et puis ça s'est bien passé et tout. J'ai l'intention de faire le CAP pâtisserie, mais peut-être en France. Ça fait quoi de recevoir un prix aujourd'hui? Ça fait plaisir parce que bon, on a quand même bossé assez dur pour m'avoir le CAP et maintenant c'est une récompense en fait. C'est après une année de dur labeur. Le taux de réussite global pour 2016 est de 72,2%. C'est la 2e année consécutive que le CFA de l'URMA atteint un tel niveau. Ce résultat est le fruit, j'ai envie de dire, d'un travail partagé avec déjà la communauté éducative, donc les professeurs, qui ont revu de fond en comble leurs outils pédagogiques. C'est également une volonté auprès de l'équipe de direction que je représente de développer des projets pédagogiques, d'ouvrir le CFA de l'URMA à la société civile afin de mener des projets concertés, notamment avec les associations. C'est aussi donc un travail réalisé avec les acteurs de l'orientation. Un jeune qui est bien orienté, c'est un jeune qui réussit. Et c'est enfin donc une collaboration forte que nous avons avec le rectorat, avec l'inspection de l'apprentissage qui nous appuie dans les outils de l'alternance. Parmi les personnalités venues féliciter les nouveaux diplômés, le chanteur Admiralty. Pour lui, un instant symbolique, l'occasion de donner une autre image plus positive de la jeunesse guadeloupéenne. Aujourd'hui, je pense que c'est important de montrer qu'il y a des jeunes qui se donnent les moyens, qui ont levé grand bonnet matin pour aller travailler, pour essayer de faire un diplôme. J'en là, il y aurait ici, il y a là, et surtout au CFA, qui est un centre de formation pour apprentis, et qui permet de rentrer concrètement dans la vie active même, c'est-à-dire apprendre un métier et réussir via eux. Et travailler pour la Guadeloupe, bien sûr. Donc, je pense que c'est important aussi que je sois là aussi, pour dire que bon, voilà, que moi aussi en fier de eux et que toute la Guadeloupe fière de eux. Chaque élève a aussi reçu un chèque permis de conduire de 800 € du conseil régional, ainsi qu'une brochure sur le dispositif ARP, aide à la recherche du premier emploi. D'une valeur de 200 €, elle est versée pendant 4 mois aux jeunes de moins de 28 ans titulaires d'un diplôme à finalité professionnelle, de quoi prendre un bon départ. Et pour nous, c'est l'arrivée, c'est la fin de cette édition. Mais avant un point sur la météo, quelques averses sont possibles ce soir, principalement en Côte-sous-le-Vent. Dans la nuit, ces averses pourraient se concentrer sur le sud et l'est de la Guadeloupe. Demain jeudi, le ciel sera changeant avec la possibilité de développement de foyers orageux. Côté qualité de l'air, l'indice Atmo aujourd'hui était de 5 dans la journée, il sera de 4 demain pour une qualité de l'air tout juste bonne. Je vous souhaite de passer une bonne soirée sur Alizé Télévision. Je vous donne rendez-vous demain 19 h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.